Bonjour, bonsoir. Merci encore de suivre nos vidéos sur notre chaîne M3D Entertainment. Donc, je suis tombé sur une vidéo et qui m'a tout de suite frappé. Non mais vraiment, parce que et ça concerne toujours l'Afrique. Au moment où certains pays africains font tout pour récupérer leur pays, pour ne pas dire prendre leur indépendance et se détacher de cette mainmise coloniale de la France, à l'Élysée, ils sont en train de faire des réunions, essayer de voir quelle stratégie emprunter pour toujours rester en Afrique. Le futur, c'est l'Afrique. Ils le savent tous. Tout est en Afrique, que ce soit côté ressources humaines que minières. Tout est en Afrique. L'Afrique ne manque de rien du tout. Seulement d'une bonne volonté politique, d'une union, et vous verrez, l'Afrique sera comme Dubaï au Qatar. Et pour ce faire, il faudrait qu'ils prennent conscience de cela. Mais chez les autres, ils te soutiennent. Même si vous avez des rêves de fou, ils les soutiennent. Jusqu'à ce qu'ils réalisent quelque chose. Voyez avec Elon Musk, qui amène la NASA est en train de faire une collaboration avec SpaceX, la compagnie de Elon Musk, pour la destruction de la satellite. Et aussi essayer de visiter la planète Mars. Faire des voyages aller-retour entre l'espace et la Terre. Si vous dites ça à nos frères africains, ils vous diront, mais vous rêvez. C'est tout ce qui manque à l'Afrique, l'union et la croyance en eux-mêmes. Parce que pendant que vous êtes en train de vous chamailler de gauche à droite, les autres sont en réunion. Et cette vidéo, je vais vous la montrer tout à l'heure, vous allez le voir. Vous allez voir qu'ils sont en train de dérouler un tapis, un agenda, pour se dire, soit on va passer par une coopération, ou bien par la santé, c'est-à-dire les séances de vaccination, la lutte contre certaines maladies, ou bien ce sera coopération défense, militaire. Ce sont tous des systèmes pour vous infiltrer, pour préparer leur pion, un valet qui va obéir aux ordres de l'Élysée. C'est tout simplement cela. Donc, soyez prêts et regardez la vidéo. Et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci. La table ronde, mes chers collègues, notre ordre du jour appelle ce matin la tenue d'une table ronde sur la souveraineté monétaire des États africains et la question du devenir du franc CFA. Et c'est devenu ces derniers temps, avec notamment les tumultes politiques qui ont marqué les relations entre la France et une partie des États africains, est devenu d'une grande actualité ces derniers temps. Les critiques émises dans certains pays africains à l'encontre de ce qui est resté, ce qui est perçu, à tort ou à raison, comme une réminiscence de la France-Afrique, et en raison de l'importance et de l'écho grandissant de discours politiques appelant à une sortie du franc CFA, on ne peut pas évidemment ne pas avoir présent à l'esprit que c'était un des grands thèmes de campagne du nouveau président du Sénégal. Donc on est effectivement confronté à une demande politique à laquelle notre commission se doit de pouvoir adresser des réponses techniquement nourries. CFA,
soit vu comme un symbole de la rémanence, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, du fait colonial et de l'absence de souveraineté monétaire. Deuxième remarque, cette coloration symbolique est tout à fait logique, compte tenu de ce péché originel, a conduit parfois à des présentations erronées de ce système. Je ne développe pas car vous en avez parlé, mais il est souvent dit dans les arguments, notamment dans les pays africains, mais aussi en France, que c'est la France qui émet les francs CFA et le franc comorien. Et cette confusion est entretenue par le fait que la Banque de France fabrique les billets, et d'ailleurs maintenant avec le compte et plus à Chamalières, puisqu'elle a regroupé son système de production. Mais comme vous l'avez dit, c'est complètement faux. La France n'émet pas ses billets n'émet pas ses monnaies sont émises par les banques centrales des trois zones, et la France ne contrôle pas la politique monétaire, comme vous l'avez dit. Elle n'a et encore plus d'ailleurs en UEMOA, qu'une voix très minoritaire, et son influence n'a cessé de diminuer depuis le début des indépendances. Et donc, il n'y a pas de réalité à cette présentation, mais cette présentation, évidemment, elle ressort du fait que le débat est très teinté idéologiquement par ce péché originel. Un autre facteur qui entretient un petit peu la confusion sur ce sujet, c'est que les pays signataires des accords de coopération monétaire n'ont pas effectivement de souveraineté monétaire. Pourquoi ils n'ont pas de souveraineté monétaire? C'est pas parce qu'ils l'ont transféré à la France ou que la France l'exerce d'une quelque manière, mais c'est parce qu'ils ont fait deux choix qui la limitent fortement. Le premier choix, c'est celui d'être dans une union monétaire. Et là, évidemment, comme on le sait et comme on le pratique aujourd'hui en France, c'est le transfert de la souveraineté monétaire, et c'est-à-dire la possibilité de faire des mesures de politique monétaire discrétionnaire au niveau de l'Union, et ils ont fait le choix d'avoir un taux de change fixe, et comme vous le savez, mécaniquement, un taux de change fixe, ça limite les marges de manœuvre de la politique monétaire. Donc il n'y a pas de souveraineté nationale, mais cette souveraineté nationale relève de deux choix, et ces deux choix qui ont été faits de façon qui ont été faits et réitérés par les États signataires des conventions monétaires, et donc on peut arguer que leur souveraineté monétaire s'est exercée et s'exerce au moment où ils font ces choix. Et d'ailleurs, des pays sont sortis de ce système, comme l'a indiqué le président, et d'autres pays sont rentrés. Toutefois, on remarquera que les pays qui restent, que ce soit dans l'UEMOA et dans la CEMAC, n'ont connu que ce système, sauf évidemment la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau qui ont rejoint ce système. Ce fait-là peut être aussi invoqué comme biaisant ce choix qui est quand même un choix souverain. Quatrième observation, les vrais débats, une fois levées les ambiguïtés symboliques, et je ne reviens pas sur le débat politique, mais les vrais débats au niveau économique sont donc sur ces deux options. Le fait de choisir un taux de change fixe, le fait que ce taux de change fixe soit choisi vis-à-vis de l'euro, et l'appartenance à une union monétaire. Et donc moi je laisserai mes deux voisins répondre sur la pertinence de ces choix. Je pense que c'est le fond du débat, en tout cas sur le plan économique, et que la réponse est complexe et que c'est difficile de se faire une religion. Mais je ferai quand même trois remarques. Le premier, c'est que le choix d'un taux de change fixe, c'est loin d'être un choix aberrant. C'est le choix choisi par 80% des pays d'Afrique subsaharienne et par une écrasante majorité de pays en développement. Que ce soit des taux de change fixe rigides ou un peu moins rigides, formels ou informels. Le choix d'une encre pour ces régimes de taux de change fixe, qui soit l'euro, n'est aussi pas un choix aberrant. La plupart des pays qui ont choisi un régime de change fixe le font vis-à-vis d'une encre de deux grandes monnaies internationales, le dollar ou l'euro. Enfin, le choix d'être dans une union monétaire est, comme vous le savez, beaucoup plus rare, puisqu'il n'y a que 4 unions monétaires dans le monde, et effectivement, l'Union monétaire d'Afrique de l'Ouest et l'Union monétaire d'Afrique centrale sont des unions monétaires qui sont sous-optimales. Mais je remarque que quand même les unions monétaires sont la partie la moins contestée politiquement du système.
car d'une part, elles sont le creuset d'une intégration régionale qui répond aux aspirations panafricanistes, qui sont souvent des aspirations très répandues dans les opinions qui contestent le système. Et par ailleurs, cette intégration régionale a un certain nombre d'avantages économiques et collatéraux qui sont importants. Cinquième remarque, ce système, il a une grande cohérence d'ensemble, et cette cohérence d'ensemble, elle a été quand même renforcée par plus de 60 ans depuis les indépendances de fonctionnement, non sans heurts, mais sans rupture. Le taux de change, cette cohérence, c'est lié sur trois faits. Le taux de change fixe permet la stabilité interne de la monnaie, donc probablement mes collègues y reviendront. Deuxièmement, la garantie de la France permet le maintien de ce taux de change fixe. Et troisièmement, l'existence d'une règle de change claire contraint la politique monétaire et ce faisant, elle facilite la renonciation à la souveraineté nationale en matière monétaire et le transfert de cette souveraineté au niveau de l'Union. Et donc cette cohérence globale, elle ne facilite pas les réformes visant à remettre en cause un de ces trois éléments fondamentaux, une de ces seules options, à la remettre en cause uniquement une et pas les autres. Sixième et avant-dernière remarque, je voudrais faire une remarque sur des approximations sémantiques qui sont souvent utilisées quand on parle de la garantie que donne la France. On parle de garantie de convertibilité et ça peut créer une ambiguïté et une incompréhension. En pratique, comment ça se passe? Il s'agit seulement d'un engagement de fournir, en cas d'épuisement des réserves, aux trois banques centrales qui bénéficient d'accords similaires sur ce point, des devises de façon illimitée et de façon inconditionnelle. Il ne s'agit en aucun cas, ou il ne s'agit plus en tout cas depuis très longtemps, de garantir la convertibilité de cette monnaie. Si vous allez au Trésor français avec des francs CFA, que ce soit d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale, vous n'allez pas pouvoir les échanger contre des euros. Donc il y a un peu d'ambiguïté sur ce terme, lui aussi hérité du passé. Et enfin, peut-être, dernière remarque pour ouvrir le débat sur les avantages et les inconvénients de ce système monétaire. Je pense qu'il faut souligner un avantage absolument majeur qui est parfois ignoré dans le débat, qui est souvent un débat économique et symbolique. C'est que ce système protège la monnaie de troubles politiques et sécuritaires. Quelle que soit l'ampleur et la durée de troubles de ce type qui ont eu lieu dans un certain nombre de pays de la zone CEMAC ou de la zone UEMOA, je pense par exemple à la Centrafrique, au Mali, à la Guinée-Bissau, quelle que soit l'ampleur et la durée de ces troubles, eh bien la monnaie a toujours été protégée. Les populations ont toujours pu avoir accès à cette monnaie et cette monnaie a toujours conservé son pouvoir d'achat. Cette immunisation est, et j'allais dire malheureusement, à cause de la montée de la conflictualité dans les pays des deux zones, devenu un avantage majeur de mon point de vue du système, et c'est un avantage incontestable, parce que sur tous les autres avantages économiques, ou d'ailleurs sur tous les inconvénients, c'est toujours difficile de trouver un contrefactuel. Là, dans le cas des pays que j'ai cités, ou dans le cas des troubles qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, eh bien, le contrefactuel, il est simple, il est éclairé par de nombreux exemples. On peut penser par exemple au Zimbabwe ou à la République démocratique du Congo. Et dans ces nombreux exemples, le contrefactuel, c'est que la dépréciation, voire la disparition de la monnaie, c'est-à-dire la dollarisation complète de l'économie, aggrave encore les souffrances de la population qui sont soumises à ces troubles sécuritaires.